De nombreux efforts visent aujourd'hui à rétablir l'équilibre biogéochimique du cycle du carbone et enrayer l'accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il existe pourtant un autre élément moins connu, mais dont le cycle est bien plus perturbé par l'intervention humaine que celui du carbone. Il s'agit du cycle de l'azote. Ce cours sur le cycle de l'azote continental est organisé en 5 parties et se terminera par un exercice d'application. Nous commencerons donc par le cycle naturel de l'azote, avant de présenter les perturbations induites par les activités humaines et leur impact respectif sur les écosystèmes aquatiques puis terrestres. Une dernière partie précisera le fonctionnement des systèmes agroalimentaires qui jouent un rôle clé dans le cycle contemporain de l'azote continental. Et cela nous permettra d'amorcer un exercice d'application interactif. Le cycle de l'azote est complexe et fait intervenir un grand nombre de composés azotés. Afin de définir quelles sont les formes réactives impliquées dans le fonctionnement biogéochimique des écosystèmes continentaux, nous commencerons par décomposer le cycle dit naturel, c'est-à-dire non influencé par les activités humaines. La chimie fait intervenir plusieurs grandes familles de réactions. Les réactions de dissolution-précipitation et les réactions acide-base avec des échanges de protons H+. En complément, les réactions d'oxydoréduction tiennent une place primordiale, puisqu'elles impliquent des réactions de transformation des corps basées sur le transfert d'électrons entre deux atomes ou groupes d'atomes. Pour rappel, nous retiendrons simplement qu'une espèce chimique est dite réductrice si elle est capable de donner des électrons et elle sera oxydante si elle est en mesure d'en accepter. En l'absence de source d'énergie externe, les espèces chimiques tendent à s'échanger leurs électrons jusqu'à l'atteinte d'un équilibre potentiel oxydant et réducteur de tous les composés. Mais sur Terre, et notamment dans la biosphère, la chimie des éléments constitutifs des organismes vivants consiste au contraire en un état de déséquilibre permanent. Ce déséquilibre est maintenu par des organismes, les autotrophes, qui vont justement utiliser des sources d'énergie externes, comme le Soleil, pour fabriquer en continu de la matière organique, réductrice et instable. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Pour réaliser cette photosynthèse, ils sont capables de capter et réduire le dioxyde de carbone, le CO2 atmosphérique. C'est la demi-équation qui vous est présentée avec le numéro 1. Cette réaction d'oxydoréduction utilise les électrons cédés par la photolyse oxydative de l'eau. C'est l'équation qui porte ici le numéro 2. Et en combinant ces deux équations, nous obtenons bien l'équation commune de la photosynthèse, c'est-à-dire du dioxyde de carbone combiné à des molécules d'eau qui produit de la matière organique et de l'oxygène. Sauf que l'on sait maintenant que ces processus propres aux organismes autotrophes s'appuient sur des réactions d'oxydoréduction et que la matière organique ainsi produite est sous une forme réductrice et instable car susceptible de céder des électrons. On sait également que les organismes autotrophes qui assurent l'activité photosynthétique ont besoin d'éléments nutritifs comme l'azote et dans une moindre mesure le phosphore. Cet azote est d'ailleurs un constituant indispensable de la matière organique. Il entre dans la formation de nombreux composés structurels des organismes, comme les protéines, qui soutiennent l'activité enzymatique, et les acides nucléiques, constituant le matériel génétique des organismes vivants. L'azote est donc essentiel aux vivants. Si l'on regarde de plus près les propriétés de l'élément azote, on va le retrouver dans le groupe 15 du tableau périodique. Tous les éléments de ce groupe ont des configurations électroniques similaires, et notamment un nombre d'électrons de valence égal à 5, c'est-à-dire 5 électrons qui se trouvent dans la couche électronique la plus externe. En conséquence, l'atome d'azote peut accepter jusqu'à 3 électrons supplémentaires pour remplir cette dernière couche électronique, mais il peut aussi céder tout ou partie de ces 5 électrons de valence, ce qui permet à l'azote de former des composés sous pas moins de 9 états d'oxydation, allant de +5 à -3. Nous allons maintenant essayer de replacer quelques-unes de ces principales formes de l'azote en fonction de leur état d'oxydation, en essayant de distinguer les composés en phase gazeuse, particulière ou encore dissoute, qu'ils soient organiques, c'est-à-dire liés à la matière vivante ou détritique, ou bien inorganiques, c'est-à-dire liés à du matériel minéral. Le principal réservoir d'azote est gazeux, sous forme de diazote d'état d'oxydation 0. Ce réservoir de diazote constitue 78% de l'atmosphère terrestre, mais cet azote est inerte,
c'est-à-dire qu'il n'est généralement pas directement utilisable par les autotrophes, pour la photosynthèse notamment. Et cette stabilité chimique en fait une espèce non réactive, très difficilement mobilisable pour l'incorporation dans la matière organique vivante. En parallèle de cette forme majeure et inerte de l'azote, nous allons trouver plusieurs autres formes dites réactives, incluant tous les autres composés azotés impliqués dans des processus biologiques, photochimiques et radiatifs présents dans l'atmosphère et la biosphère. Alors, regardons ensemble quels sont ces principaux composés réactifs et sous quels états d'oxydation ils existent dans la biosphère. Les autres principaux composés présents dans l'environnement sont soit les formes tout à fait réduites d'état d'oxydation -3, comme l'ammoniac ou l'ammonium, ou encore les acides aminés et les protéines que nous notons ici, RNH2, où R représente une chaîne d'atomes composée principalement de carbone et d'hydrogène. En complément de ces formes réduites, on trouve des formes oxydées, comme l'ion nitrate, NO3-, d'état d'oxydation +5. L'interconversion entre les formes réduites inorganiques, comme l'urammonium, et les formes organiques, telles que les protéines et les acides aminés, est assurée par deux processus. D'une part, des métabolismes dits autotrophes, indiqués ici en vert sur le schéma, capables de réaliser la photosynthèse et produire de la matière organique, et d'autre part, des métabolismes hétérotrophes, ici indiqués en rouge, qui vont dégrader, consommer et reminéraliser les formes organiques. Cette boucle autotrophie-hétérotrophie constitue l'essentiel du cycle naturel de l'azote. Mais à cela se superpose un ensemble de réactions rendant le cycle naturel de l'azote assez complexe. On trouve notamment la réduction assimilatrice des nitrates par son absorption autotrophe, ainsi que l'oxydation de l'ammonium en nitrate par nitrification. On trouve également la dénitrification des nitrates en diazote par des bactéries anaérobies. Ces deux derniers processus, nitrification et dénitrification, conduisent à l'émission de produits azotés sous forme gazeuse et d'états d'oxydation intermédiaire, notamment la production d'oxyde nitreux, noté N2O, dont l'état d'oxydation est +1, de monoxyde d'azote, dont l'état d'oxydation est +2, ou encore de dioxyde d'azote, NO2. Ces processus, in fine, peuvent reformer du diazote inerte, tout comme le processus d'Anamox qui utilise l'ammonium. A noter que les réactions impliquant les formes gazeuses indiquées ici uniquement dans l'atmosphère par souci de clarté se produisent aussi dans les environnements aquatiques et les sols, comme l'indiquent les flèches pointillées reliant ces réservoirs. Dans leur fonctionnement naturel, les écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou aquatiques, s'organisent donc en cycles étroitement fermés où l'introduction de formes réactives est réalisée par la seule, précieuse et difficile, fixation de l'azote atmosphérique. Cette fixation biologique est permise par des bactéries dites azotrophes. Ces bactéries peuvent vivre libres dans les sols ou les eaux, ce sont des bactéries diazotrophes et les cyanobactéries. Elles peuvent également vivre en symbiose avec certaines plantes, comme les légumineuses, qui abritent ces bactéries bienfaisantes dans les nodules de leurs racines. Dans ce contexte de fonctionnement naturel, la faible disponibilité de l'azote réactif introduit limite donc le développement des autotrophes, notamment des algues marines et des végétaux terrestres. Nous le verrons dans une prochaine leçon, mais les activités humaines ont profondément perturbé ce cycle fermé, naturellement contrôlé par la fixation biologique du diazote. Les humains, en mobilisant de nouvelles sources d'azote réactif, agricoles, industriels, ont en effet augmenté et accéléré la circulation de l'azote dans la biosphère, avec des conséquences parfois dramatiques pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. L'azote est un élément fondamental pour la vie. Il a un rôle structurant et rentre notamment dans la composition des protéines et des acides nucléiques. Cependant, sur Terre, la plus grande partie de l'azote est sous forme de diazote. C'est une forme inerte, c'est-à-dire inaccessible directement aux organismes vivants. Il faudra l'aide de bactéries dites azotrophes pour convertir cet azote sous une forme utile, dite réactive. Cette fixation biologique de l'azote est limitante pour la production d'azote réactif. Mais une fois réalisée, deux principaux processus vont intervenir de façon complémentaire. D'une part, la photosynthèse, produisant de l'azote sous forme de matière organique,
et d'autre part, la respiration organotrophe, assurant la reminéralisation de ce matériel. D'autres processus complètent ensuite ce cycle particulièrement complexe de l'azote, impliquant des réactions chimiques variées et pas moins de 9 états d'oxydation différents pour l'azote. Au final, certains processus, comme la nitrification, la dénitrification et l'anamox, permettent de ramener l'azote à un état élémentaire et inerte, sous forme de diazote. Le cycle naturel de l'azote peut être décrit comme un cycle fermé, où l'azote circule entre l'atmosphère, l'eau, les sols, mais également les organismes vivants.